Bien, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Université Paris-Cité et en tant que directrice scientifique de son atrium Humanité et Sciences sociales, je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ces locaux de l'Institut d'études avancées pour la tenue de notre colloque Éthique de la recherche, engagement dans la cité et libertés académiques. Avec cette rencontre, nous avons souhaité engager des débats, des discussions éventuellement contradictoires sur ces enjeux scientifiques majeurs relatifs aux pratiques du métier de chercheur, à sa place et son rôle dans la cité, ainsi qu'aux usages des résultats de nos travaux d'investigation. Il nous a aussi semblé heuristique de mener une réflexion collective et pluridisciplinaire. Et à ce titre, nous avons orienté l'organisation donc des deux tables rondes de cette journée autour des échanges entre universitaires et chercheurs de disciplines très variées pour faire dialoguer justement des collègues en sciences humaines et sociales, sciences fondamentales et expérimentales. Il nous est aussi apparu important donc de réfléchir aux valeurs et aux normes éthiques, déontologiques et d'intégrité scientifique en les articulant de façon concomitante aux modalités d'engagement citoyen des chercheurs, aux prises avec le politique et à la situation de menace croissante qui pèse sur les libertés académiques à l'étranger, mais aussi en France. Les questions abordées aujourd'hui constituent également un enjeu de société crucial car la bonne santé du monde académique et de la recherche est aussi la garantie de la construction d'une société éclairée et de la pérennité d'une société démocratique. Les thématiques traitées ici feront écho à des sujets d'une actualité parfois préoccupante, à l'heure du complotisme et de la post-vérité, qui sera notamment évoquée par notre collègue François Gemène. La manipulation et la tergiversation des faits s'appuient aussi sur les attaques récurrentes du monde universitaire et de la recherche, qui visent à discréditer, contrôler, voire censurer la parole des chercheurs dans l'espace public. Juste pour citer quelques éléments, ne serait-ce que depuis la rentrée universitaire de septembre dernier, les exemples, je dirais, se multiplient. Rappelons que le 4 octobre, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est adressé aux présidences de l'université, des universités, pour leur rappeler leurs prérogatives en matière de sécurité, au nom d'un principe de neutralité ou de risque idéologique quand l'université se doit, au contraire, de veiller à l'expression des points de vue éclairés et se doit de promouvoir et de garantir la pluralité de ces expressions. D'ailleurs, le tribunal administratif de Paris, saisi par l'interdiction d'une réunion publique à Sorbonne Université, a rappelé dans son ordonnance du 15 octobre 2024 que tout établissement d'enseignement supérieur doit veiller à l'exercice des libertés d'expression et de réunion des usagers du service public de l'enseignement supérieur, comme à l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement, dans une perspective d'expression du pluralisme des opinions. Le 8 octobre 2024, une proposition de résolution, je cite, visant à la création d'une commission d'enquête relative à l'infiltration des idéologies contraires aux valeurs de la République dans l'enseignement supérieur, a été déposée par des députés du Rassemblement national. Sans parler d'un certain nombre de contre-vérités, d'oublis complaisants et d'ignorance dont regorge l'exposé des motifs, ces députés s'inquiètent du fait que la violence serait de retour sur les campus universitaires. Il ne s'agit bien sûr pas de vilipender les actions violentes perpétrées par des membres du GUD, groupuscule d'étudiants d'extrême droite et antisémites, qui a de nouveau été dissous le 26 juin dernier. Il s'agit en fait de dénoncer le wokisme et l'islamo-gauchisme. Néanmoins, faire des universités un nid d'antisémites que l'extrême droite combattrait au nom de sa défense des Juifs de France et d'Israël, comme précisé dans le texte, laisse pour le moins dubitatif. Et puis, dernier élément en date, vous le savez certainement, le 15 novembre 2024, c'est au tour de Valérie Pécresse d'annoncer l'instauration d'une charte républicaine pour les établissements d'enseignement du supérieur, votée donc en Conseil régional d'Île-de-France et dont l'objet contredit l'esprit même des libertés académiques défendues par les universités.
Par ailleurs, les pressions exercées par le pouvoir politique sur les universités et les centres de recherche, dans certains cas, trouvent aussi leur relais dans certains médias et de façon non seulement de plus en plus appuyée, mais de plus en plus régulière. Je vous citerai juste 2 articles très récents dont je tairai le nom des journaux, mais je me tiens à votre disposition pour vous les évoquer. Premier titre, pourquoi les sciences sociales sont-elles parfois incompréhensibles? Les sciences sociales utilisent parfois un vocabulaire obscur et pétri, de concepts abscons pour dire des banalités. C'est ce que l'on appelle l'effet gourou. Deuxième article, il incarne la réussite et les échecs de la recherche publique, le CNRS, paradis des sciences molles, qui coûte cher, très cher. Le statut garanti à vie et l'entre-soi dans la distribution des postes et des financements encourage le pantouflage et favorise le militantisme. Le florilège d'articles insidieux et d'attaques systématiques et récurrentes, sciemment orchestrées contre l'enseignement supérieur et la recherche, participent indubitablement à façonner l'idée que l'université et les EPST sont, somme toute, largement inutiles et onéreux, d'autant plus, évidemment, s'il s'agit des sciences humaines et sociales. Remise en ordre, remise au pas, voire la suppression de ces institutions ne changerait peut-être au fond pas grand-chose au destin de la société nationale, semble-t-on lire en sous-texte. Ainsi, avec quelle légitimité ou quelle reconnaissance oser réclamer plus d'argent public pour les budgets exsangues des universités? Ce travail de SAP facilite et légitime un peu plus le désengagement financier peut-être de l'État. Par ailleurs, aux attaques globales et collectives des institutions, il faut évoquer les personnes qui, sur le plan personnel et professionnel, sont menacées, voire sanctionnées lorsqu'elles osent exprimer leur désaccord vis-à-vis de certaines politiques mises en œuvre, et ce, à partir de l'expertise que leur confèrent pourtant leurs analyses issues des travaux de recherche qu'elles ont menés. On pourrait citer les appels à la désobéissance civile du collectif scientifique en rébellion, dont certaines actions ont impliqué des poursuites judiciaires. Ce fut le cas de l'occupation, notamment de la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui a donné lieu à un procès pour lequel les scientifiques incriminés ont finalement été relaxés en janvier dernier. Rappelons aussi le cas de Mathias Chauchat, professeur de l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui a été suspendu le 12 octobre 2024 pour 4 mois à titre conservatoire pour avoir évoqué la nécessité de retisser du lien avec les Kanaks plutôt que d'être dans la surenchère répressive. Sa prise de parole ne contrevient pas aux principes de tolérance et d'objectivité qui s'imposent aux universitaires, comme le précisent les signataires de la pétition, dont certains sont présents d'ailleurs dans la salle, qui dénoncent les pressions politiques à l'encontre de cet universitaire qui travaille sur le processus de décolonisation engagé par l'accord de Nouméa. Mais l'engagement dans la vie publique peut parfois se payer encore plus cher, et dans certains pays où la prison, la torture et les menaces de mort peuvent devenir le quotidien des universitaires et des chercheurs, on pense bien sûr à l'anthropologue de Sciences Po, Fariba Adelka, qui a été emprisonnée en Iran et récemment libérée, mais aussi à Pinar Selek, réfugié politique en France qui continue de subir la persécution judiciaire de l'État turc et que je représenterai tout à l'heure plus en détail à l'occasion de sa conférence finale. À mains égards, il est urgent de prendre à bras le corps ces questions d'éthique, d'engagement et de libertés académiques, et c'est l'objectif de cette journée aujourd'hui. Je m'arrête là et je peut-être donnerai la parole à Sandrine Morvan pour quelques points d'organisation pratique, mais je voulais finir en adressant mes sincères remerciements à la fois à Sandrine Morvan de l'Institut d'études avancées et bien sûr à mes collègues Margot Nenny-Martinez de la cellule éthique de la recherche du pôle de recherche de la faculté Société et Humanité et Flore Prévost, avec lesquels nous avons bouclé ce colloque malgré un certain nombre d'obstacles auxquels nous avons dû faire face, mais nous sommes ravis d'être ici avec vous. Je vous souhaite un excellent colloque, riche de discussions, et je céderai ensuite la parole à monsieur le doyen Sylvain Moutier, avant de vous présenter François Gemène, s'il doit encore être présenté. Bon, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez ? M'entendez-vous ? Bon, chers collègues, mesdames, messieurs, au nom de la faculté Société et Humanité, je suis ravi de vous rencontrer et je tiens tout particulièrement à remercier la directrice de l'Atrium Humanité et Sciences Sociales, chère Valérie, de cette invitation à participer à l'ouverture de ce colloque éthique de la recherche, engagement dans la cité, liberté académique. Donc je tiens à remercier l'Atrium pour
cette superbe organisation. Je tiens à remercier la cellule éthique du pôle recherche de la faculté Société et Humanité de l'Université Paris-Cité. Et je tiens à remercier également l'Institut d'études avancées de Paris et aussi l'ANR, parce qu'après tout, c'est grâce au projet structurant Fire Up qu'on a pu avoir des financements du côté de l'Atrium. Mais bref, concernant la thématique de ce colloque, cela ne relève pas de ma spécialité, donc je ne vais pas me lancer dans un discours aussi savant que Valérie. Je tenais juste à vous dire que si j'en crois mes collègues, si j'en crois les étudiants, c'est cette thématique de l'éthique dans la recherche, elle est présente depuis bien longtemps dans nos disciplines. En tout cas, dans la faculté Société et Humanité, j'ai toujours eu l'impression qu'on s'était saisi de cette question. La chose qui semble changer, et de façon assez radicale ces derniers temps, c'est pas seulement le discours sur l'éthique, c'est l'augmentation le fait que la réglementation de l'éthique ne cesse de croître. Les lois s'empilent, et surtout les contraintes auprès non seulement de nos doctorants, de nos étudiants, et du coup il y a comme une sorte de paradoxe entre la nécessité de réfléchir à l'éthique d'une recherche, parce qu'il est évidemment essentiel de mettre au cœur de notre réflexion les sujets, leur bien-être, le minimum de contraintes possibles pour eux, et malgré cela, même si ça c'est le discours, le bien-être physique, émotionnel des sujets, et d'un autre côté, il y a une énorme pression aussi bien sur les chercheurs, sur les étudiants, et sur l'ensemble de la communauté pour arriver à gérer cette réglementation et voilà, réglementation de l'éthique en vue d'une évaluation de l'éthique des recherches. Et je voulais juste, avant de donner la parole à notre conférencier, je voulais juste faire un pas de côté, si vous me permettez. Un pas de côté, parce que du côté de la psychologie, d'où je viens, de façon plutôt rigolote, on étudie assez souvent ce qu'on appelle des dilemmes de jugement moral, ou qui pourraient relever des dilemmes éthiques. Et c'est assez intéressant d'observer que dans le cadre du développement, donc on va dire du bébé à l'enfant jusqu'à l'adolescent, alors les bébés pas trop, c'est assez difficile de les interroger sur le jugement moral. D'ailleurs, c'est assez difficile aussi de leur demander le consentement éclairé, mais en tout cas pour les dilemmes de jugement moral, il y a une progression assez étonnante des enfants. Tout d'abord, ils se concentrent seulement sur un aspect du problème. Par exemple, dans un cas de blessure accidentelle, si malencontreusement je blesse mon voisin, et que mon voisin fait aïe, les jeunes enfants, avant 7-8 ans, ils vont tous considérer que je suis terriblement coupable, quand bien même c'est fait accidentellement. Okay, et ce n'est qu'à partir de 7-8 ans que les enfants vont prendre en compte toutes les dimensions du dilemme et s'intéresser aussi à la représentation de la personne qui a créé la douleur, certes, mais aussi à sa théorie d'esprit en quelque sorte. Et bref, ça n'est qu'à 7-8 ans que les enfants ont considéré à la fois la douleur de la victime, mais aussi la représentation de l'agresseur qui n'était pas intentionnel. Voyez. Et donc, tout ça pour vous dire que s'il s'agit d'évaluer l'éthique de la recherche, il s'agit donc d'évaluer les dilemmes de l'éthique. Alors, évaluer un dilemme d'éthique, c'est extrêmement difficile, puisque si on suit l'histoire du développement, là, ça signifie qu'il faut parvenir petit à petit à prendre en compte toutes les dimensions pour résoudre le problème au mieux. Et donc, tout ça pour vous dire que ça fait encore un paradoxe supplémentaire. S'il y a toute une lourdeur de réglementation en vue d'évaluer la qualité de l'éthique des recherches, et toute cette lourdeur de protocole pour parvenir à quelque chose qui est quasiment impossible, puisque la résolution des dilemmes éthiques, comme la résolution des dilemmes de jugement moral, ne conduit jamais à une réponse parfaite. Il y a toujours une incertitude. Donc, on peut soit se placer du côté de l'agresseur, soit se placer du côté de la victime, pour le petit exemple que je vous donnais, mais il n'y a jamais de réponse absolue. Ceci étant dit, je tenais juste terminer avec un mot de remerciement supplémentaire envers la commission d'éthique de la recherche de notre établissement, qui œuvre depuis bien longtemps sur ces questions-là, parce que compte tenu de la réglementation, il faut bien se lancer dans cette aventure. Et cette commission d'éthique et de la recherche, alors, il y en a plusieurs, il y en a au niveau des SHS et au niveau de la biologie. En tout cas, ces différentes commissions œuvrent de façon magistrale, de façon bénévole, ont un travail incroyable pour tenter de parvenir à résoudre ces fameux dilemmes impossibles. En tout cas, je sais qu'ils aident au mieux les doctorants. Et donc, voilà, je tenais à les remercier
s'être emparé de ce sujet. Et il est temps de terminer et de passer la parole à notre conférencier. Merci infiniment, monsieur le doyen.